générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et oui, la sauce du jour, eh bien, c'est une association qui nous vient de Tel Aviv. Elle s'appelle Lev Israël. Évidemment, Lev, ça doit vous dire quelque chose. Pour en parler, eh bien, ce sera son directeur qui est avec nous, Avraham Lemel. Bonjour Avraham. Bonjour. Bienvenue. Boker Tov, merci beaucoup. Voilà, donc on accueille cette association de Tel Aviv, ça nous fait plaisir. Alors Lev, c'est pas nouveau. Lev Israël, un peu plus, ça date de 2008. Exact. Alors pourquoi cette association a-t-elle été créée ? Est-ce qu'il y avait vraiment un besoin chez les francophones de Tel Aviv de se regrouper ? Voilà. Alors, avant de parler de Tel Aviv, on va parler de Lev en général. Lev de façon générale, ça a commencé en France il y a maintenant déjà presque une trentaine d'années. Ça a commencé sous le nom de Harachi, mais en 2000, ça a pris le nom de Lev. C'est donc l'association qui a été montée par en partie mon grand-père, mon père, le Rav Eli Lemel. Et en France, avec un panel particulièrement large d'activités et en contact avec, grâce à Dieu, une bonne partie de la communauté, eh bien, on a la possibilité de pouvoir avoir un petit peu une certaine forme de température de ce qui se passe dans la communauté. C'est pour ça qu'en 2008, vous avez senti dans les moments dans lesquels il y avait déjà une alia qui commençait, on va dire, à véritablement prendre forme, bien, mon père, ça a été celui qui a senti qu'il y avait besoin de poursuivre le travail qui avait déjà été mis en place en France. C'est-à-dire que le concept, ce n'était pas d'être là présent pour la communauté, accompagné avec ce que Lev sait faire depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, mais la possibilité de continuer ce travail une fois que les gens, c'est pas parce qu'ils ont changé de pays et qu'ils ont pris la décision courageuse de faire leur alia que c'est pour autant que ça y est, on va s'arrêter là où on était en France. Donc l'alia n'est pas une fin en soi. On arrive, mais après, il y a tout à faire, c'est ça ? Comme vous le dites plus souvent que moi, je crois que l'ALIA, c'est à tous les niveaux. Donc l'ALIA, c'est pas uniquement, et on le sait tous, prendre un avion et venir s'installer ici. C'est continuer à construire une identité, à retrouver ses racines, et c'est là-dessus que Lev a envie de véritablement se centrer. Alors, qui fréquente la communauté de Lev Tel Aviv ? Alors, on va très vite... Où ça se trouve, parce que on sait qu'il y a un centre assez connu, je crois, le Lev Kalisher, c'est comme ça que ça s'appelle ? Exact. Ok, alors, mais vous êtes aussi présent ailleurs en Israël. Voilà. Alors, avec votre permission, pour pouvoir arriver à Tel Aviv et comprendre comment Tel Aviv arrive dans le cadre de Lev, en 2008, ça ne va pas du tout être Tel Aviv qui est centré, on ne connaît pas du tout Tel Aviv à cette époque chez Lev, on va dire. Et ça va être à Modine qu'on va prendre nos racines. C'est rigolo, Modine. Vous auriez pu arriver à Jérusalem, vous auriez pu arriver à Netanya, ailleurs. La vérité, c'est mon père qui a téléphoné à son frère, qui habite à côté de Modine, et qui lui a dit, écoute, il faut que tu fasses quelque chose pour les Français en Israël. Donc il a cherché, on va dire, le plus proche de chez lui. Et aider les premiers Français qui sont à côté de chez lui, c'est Modine, c'est une communauté fantastique, particulièrement intéressante. On les embrasse d'ailleurs, s'ils nous voient, voilà. On leur fait un grand coucou. De gens très intégrés, de grande qualité. Et là, rapidement, Lev Israël à Modine a un petit peu pris ses marques, avec énormément de cours, de soutien scolaire, de soutien en Kodesh pour les enfants, de Chavrutot pour les hommes, pour les femmes, des cours à tous les niveaux, des activités pendant Chol HaMoed et autres, de façon à pouvoir réussir à être en contact, accompagner cette communauté et développer cette identité, cette Torah, ces messages, ces valeurs qui sont toujours les nôtres. Ça, c'est 2008. On arrive en 2010 et vous les avez déjà reçus ici, Joy et Ethan Galam, qui, eux, avaient déjà invité plusieurs fois mon père à Tel Aviv. Et à un moment, ils lui disent, écoute, il y a une vraie occasion de monter quelque chose de concret. Voilà, de concret à Tel Aviv. Et là, on arrive avec Lev Israël à Tel Aviv, le premier centre qui va ouvrir Rehov Bloch, et qui, on va dire rapidement, déjà va se remplir, va pouvoir véritablement répondre à une attente de la part des jeunes. Il y avait des Shabbatot organisés, il y avait des cours de Torah tous les matins, il y avait des activités le soir, vraiment toute une communauté qui se met en place. Ça, c'est un petit peu les premiers pas de Lev à Tel Aviv, avec Joy et Ethan, qu'on remercie d'ailleurs particulièrement pour avoir été les précurseurs de cette approche. Et à un moment, on arrive dans ce qu'on appelle le quartier de Neve Tzedek. Comment on arrive à ce quartier de Neve Tzedek ? J'étais à l'époque rabbin de la communauté d'Herzliya Pitouach, et en invitant des jeunes, des familles et autres, j'entends plusieurs fois des gens qui me disent Neve Tzedek, Neve Tzedek, Neve Tzedek. À un moment, je me dis, il faut que je connaisse c'est quoi ce Neve Tzedek.
Je regarde sur Google Maps, un petit peu c'est où. Tel Aviv, j'y avais quasiment jamais été, pour pas dire jamais. Et à un moment, il se retrouve que j'étais chez un très bon ami, chez Monsieur Guez pour le dernier jour de Pessah. Et on discute, et il y a son frère qui est là, qui me dit, écoute, moi j'ai acheté à Neve Tzedek. Et il me dit comme ça, il me dit, vous les rabbins, vous avez la responsabilité d'ouvrir quelque chose à Neve Tzedek pour nous les juifs traditionnalistes. Bon. Alors moi, il y a beaucoup de gens qui disent, vous devez. Je veux voir si c'est des gens qui savent aussi faire. Là, je lui dis, bon, si vous êtes partant, on a rendez-vous demain matin à 7h sur place, vous me faites visiter. Et il me dit oui. Et il me dit oui. Et effectivement, il était le lendemain à 7h sur place. Et il me fait visiter. Et je vois ce quartier. Et je vous dis, je viens de Bet Vegan. Donc, j'entends beaucoup parler le français dans la rue. Et vous dire que Bet Vegan, c'est un quartier israélien par rapport à ce que j'ai rencontré là-bas. J'ai rencontré énormément en nous arrêtant à 3-4 bars. On avait déjà entendu que des personnes assises en français. Je me dis, il y a quelque chose à faire ici. Et là, très rapidement, quelques jours après, je cherche un endroit, je cherche quelque chose à faire, il faut... Et on me dit, écoute, Abraham, Tel Aviv, si tu as envie de faire quelque chose, trouver une communauté, mettre en place, il y a quelqu'un qui s'appelle Eli Benakom. Il va t'aider. Ouais. Et non seulement il va t'aider, mais il va t'aider dans le sens le plus complet du terme. Ouais. Lui et son épouse, effectivement, 2 jours après, j'étais chez lui. Et je lui dis, écoute, j'ai vu une synagogue peut-être qui est à moitié fermée, etc. Il me dit, non, Abraham, viens, je te montre. Et là, il m'emmène, Rehov Kalisher, numéro 27. C'est donc notre adresse à Tel Aviv, qui est à 50 mètres de Migdal Shalom. Voilà, pour ceux qui veulent un peu se repérer, se situer. Rothschild Allenby, Rothschild Herzl. Et là, il m'emmène vers cet endroit. On rentre dans une synagogue qui, malheureusement, comme beaucoup de synagogues à Tel Aviv, était fermée depuis 15 ans. Dans un état de désolation absolue. On a pu... je revoyais des lanières de tefilines mangées par des mites, des pigeons, de la saleté, à tous les niveaux, bon, comme un endroit qui est fermé, abandonné pendant 15 ans. Il me dit, voilà l'endroit. Un endroit magnifique, 200 mètres carrés, il y a tout un potentiel. Et là, bon, je salue particulièrement le courage de mon père, qui, quand il entend la note des travaux, il dit, on y va. Il dit, on y va, sans avoir obligatoirement les financements. Il dit, on va y arriver, on va réussir à les trouver, avec une petite annonce entre les deux, que bon, la toiture qu'on pensait qu'il y avait besoin simplement de retaper, non, il faut tout arracher. Bon, une petite différence de 400 000 shekels au passage. Israël, voilà. Et là, on arrive, il se trouve qu'en juillet maintenant, ça va faire 3 ans, la synagogue ouvre. Et quand cette synagogue, elle l'ouvre, vous m'avez demandé juste avant l'émission, est-ce qu'il y avait un manque ? Il y avait beaucoup d'aide. Parce qu'on sait très bien, on le dit d'ailleurs, que depuis que les Français sont arrivés à Tel Aviv, les synagogues ont réouvert leurs portes. Apparemment, d'après ce que vous racontez, c'est la vérité. Mais on se demandait si il y avait vraiment un manque, parce qu'on sait qu'en France, les gens qui fréquentent la communauté sont habitués à des services communautaires, entre guillemets. Ici, quand ils arrivent, c'est complètement différent. Je vais vous dire l'histoire d'une personne qui me dit, écoute, c'est quelqu'un qui va Tous les vendredis soirs à la Sina. Comme on pourrait appeler juif, français, traditionnaliste, classique. Et quand il venait toujours en France à la synagogue, avec sa famille, avec ses enfants, il vient en Israël, surtout à Tel Aviv, et surtout dans le sud. Et il se retrouvait, bon, il recherche la synagogue, il y a des synagogues. Grâce à Dieu, Tel Aviv est une ville avec beaucoup de synagogues. Sauf que quand vous rentrez dans une synagogue dans laquelle, bien, c'est pas le même rite, c'est pas les mêmes airs, que chez les femmes, avec beaucoup de chance, vous avez une grand-mère qui est venue de 80 ans. On adore les grand-mères, mais la petite jeune, elle va peut-être pas s'identifier. Ouais. Et le papa qui va avoir le shacharit Shabbat matin à 7h, qui finit à 9h, bon, mais ça fait beaucoup d'écarts qui font que, bon, peut-être avec beaucoup d'efforts, il va continuer. On a du mal à se rattacher à quelque chose. Il aura beaucoup de mal à se rattacher. Le premier qui va lâcher, ça sera les femmes qui vont arrêter de venir, ça sera les enfants qui vont arrêter de venir. Et bon, un papa qui doit continuer à venir à la synagogue sans sa femme, sans ses enfants, à un moment, lui aussi, il commence à se dire, bon, si j'y vais une fois toutes les 3 semaines, tout ira bien. Non, puis la synagogue, c'est aussi un plaisir, un moment de retrouvailles, un moment d'échange, de partage. Ça a été en France. C'est ce que ça a été en France. Un moment dans lequel... Il y a des gens qui ne sont pas religieux, qui vont à la synagogue aussi pour avoir un lien avec la communauté, tout simplement. Et c'est vraiment cette approche que l'Ève a voulu faire. On a voulu ouvrir une communauté qu'on ouvre en juillet et qui, quand on arrive aux fêtes en septembre,
on a un Kippour et un Rosh Hashanah avec 350 personnes. Alors aujourd'hui, c'est une communauté qui tous les Shabbats tourne environ autour de 200 personnes. Quel type justement de personnes viennent chez vous? C'est mélangé, ce sont des jeunes, des vieux, c'est quoi? Alors voilà, la communauté est composée vraiment de la traduction même, de la définition du terme communauté. Ça veut dire que vous avez tous les âges, tous les genres, tous les types. C'est uniquement francophone ou il y a aussi des Israéliens? Il y a de plus en plus d'Israéliens qui viennent parce qu'ils adorent le concept. Ça, c'est sympa. Ils adorent le concept. Je vous avoue que le kidouche très sympathique du Shabbat matin participe à tirer. Comme on dit, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils aiment beaucoup le concept. Le concept dans lequel c'est pas simplement je viens prier, mais je viens vivre et je viens partager, je viens créer du social, je viens rencontrer des gens. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de business purs qui est parti de cette communauté. D'associations, de gens qui ont ouvert des choses, qui ont développé des activités, qui ont créé et qui ont apporté cette alia dont vous parlez, vous à Kalita, de qualité pour les Français en Israël, qui sait apporter sa touche française, son savoir. Et ça m'a fait tellement plaisir de voir que la communauté avait vraiment quelque chose à voir dans cette histoire et dans le parcours d'une alia vraiment réussie. Parce qu'à un moment, avec toutes les difficultés de l'alia dont on parle tous les jours, on n'a pas besoin de les rappeler encore une fois, parfois on compare avec ce qu'on avait en France et ce qu'on avait, la qualité de vie et le confort de vie. Et la communauté, c'est aussi quelque chose qu'on compare. Et quand on sait que vendredi soir, que Shabbat matin, que la semaine, on va avoir que toutes les activités, des tioulim et autres. C'est ouvert 24/24, Lève ou pas? Alors, grâce à Dieu, quasiment. Ça Vous dormez là-bas? On y est presque. À l'époque, Okay. oui. Maintenant, Lève aujourd'hui, c'est une communauté avec une prière tous les matins, avec un petit-déj, avec des cours, avec des rencontres. Une petite anecdote. Il y en a un qui vient voir le rabbin qui était là-bas le matin et il dit « Écoute, j'ai un studio à louer à Florentine. » Et il dit « Ah bon, c'est intéressant. » Bon, l'après-midi, il y en a un qui vient au cours qui dit « Je cherche absolument une location. » Le soir, le truc, il était loué. Voilà. Bah, c'est aussi ça, la force d'une communauté. Donc le rabbin n'a pas pris de tivour au milieu. Non, mais ça, c'est bien. Alors, aujourd'hui, vous commencez, disons, à vous déployer dans d'autres endroits, notamment un autre quartier de Tel Aviv très branché. Alors, vous êtes branché chez Lève, c'est Florentine, un quartier très jeune, voilà, où ça bouge énormément, vraiment branché, des artistes. Donc vous avez déjà beaucoup ouvert, d'étudiants. Alors, voilà. Ouvert ou pas encore? Lève, en vrai, c'est des valeurs ancestrales dans un monde très moderne et très branché, comme vous dites. C'est vraiment essayer d'apporter cette qualité, cette vision, cette approche de la Torah et du judaïsme, et en même temps être vraiment à la page. Être à la page, eh bien, ça se traduit aussi par être dans les endroits dans lesquels on va avoir une jeunesse qui... Au passage, dans ces cas-là, en plus, c'est une communauté dans laquelle vous avez des petits étudiants, des gens qui ont commencé la vie active et autres, et qui, quand on se rend compte du potentiel qu'il y a dans cette communauté de Florentine, on a décidé, encore une fois, avec les C'est fait déjà ou pas? Ça a été ouvert maintenant. À Pessah, on a fêté les 1 an de la communauté. Okay. Et c'est une communauté, grâce à Dieu, qui, une dans une taille de personnes, une taille de communauté de quartier, une bonne communauté de quartier. Les gens sont bien, les gens sont heureux, ça se développe gentiment. Un rabbin exceptionnel que je salue, rabbin David Bocara, qui prend ce projet-là avec son épouse à cœur et qui, grâce à Dieu, ont fait un miracle, parce qu'à Tel Aviv, on ferme les synagogues et on ferme les communautés, malheureusement. On fermait avant l'arrivée des Français, paraît-il. Et voilà. Et depuis, ça réouvre et ça a une nouvelle vitalité. C'est vrai que Florentine, par exemple, s'installe aussi dans une communauté qui, malheureusement, a fermé. Donc vous réouvrez les portes d'une synagogue. Et qui s'ouvre. Magnifique. Exactement. Ok, eh bien on vous souhaite bonne chance. On sait que vous avez encore plein d'autres activités. On en reparlera dans le cadre d'une autre émission. Bravo pour votre travail. Alors, bon, on n'a pas détaillé toutes les activités, mais vous avez un kollel, vous avez des shabbatot, des cours, des tioulim, vous faites plein de choses. C'est vrai que je pense que le nouveau projet de Lève à Jérusalem, qui est en train de finir les derniers préparatifs pour pouvoir ouvrir ses portes, peut avoir l'objet d'une émission à part entière. Ce sera, si Dieu veut, Rehov Ben Sira, le nouveau gros projet de Lève en Israël. Ok, on en parlera. Merci beaucoup, Abraham. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. De
de la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Change